Bonsoir, nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures pour se parler, se sentir reliés les uns aux autres, 2 heures pour se soutenir, s'entraider. C'est maintenant sur Europe 1 au 39-21 où vous serez accueillis ce soir par Clémence et Assiba avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et pour tous vos commentaires, vous avez le choix entre Internet, sur le site dublanche.europe1.fr, les SMS au 7 21 21 code nuit, ou bien sûr le standard d'Europe 1 39 21 si vous souhaitez dialoguer en direct avec un auditeur ou une auditrice. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h, cette émission est la vôtre. 39 21, je vous attends. Bonsoir Daniel. Bonsoir Caroline et merci de m'accueillir et d'être à mon écoute. Mais je vous en prie, je suis là pour ça. Donc je ne m'attendais pas quelques jours après. J'en suis très émue. Bon, ça s'est mal présenté parce que ma fille était là de l'étranger. Et oui, lorsqu'on vous avait rappelé. Je voulais en parler, mais de toute seule. Bah oui, je comprends bien. Oui. Bon, oui. Là ce soir c'est le cas, donc vous pouvez parler. Oui, je suis un peu émue, excusez-moi. Plus tranquillement. En fait, je vous ai déjà eu il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, quand j'ai perdu mon mari. Oui. Donc voilà, ça va faire 4 ans cette année. Oui. Nous avons été mariés 39 ans et 3 filles. Donc il s'avère que la personne que j'ai rencontrée, que je connaissais depuis de nombreuses années et qui est venue un jour s'installer dans ma ville, et quelques années après, s'est séparée de sa femme. Donc je connaissais la personne également, puisqu'il tenait un commerce. Et le monsieur que je connaissais plus que sa femme n'a pas été très bien au moment de la séparation. Et ce qui fait que ma jeune fille, qui a toujours été près de moi depuis le décès de mon mari, oui. Nous l'avons soutenu quand on le rencontrait. Et il s'est avéré que l'été dernier, en faisant une petite fête entre amis, il s'est trouvé invité à 2 reprises. Et j'avais toujours un mot pour blaguer, etc. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, un jour, nous nous sommes rencontrés dans un bar. Et il venait prendre un café et il m'a demandé de s'asseoir à ma table, que je lui ai dit oui. Et il s'est souvenu, quand il m'a dit qu'il avait froid aux mains, que je lui avais tenu les mains. Mais je suis un peu spontanée comme ça, je suis très joviale et tout, et je n'ai j'avais jamais aucune idée en tête envers lui. C'est quelqu'un que j'appréciais énormément. Oui. C'est le genre d'homme qui m'aurait plu si j'avais dû faire un choix après le décès de mon mari, donc actuellement. Mais lui, si vous voulez, je pense qu'il a dû penser à toutes ces choses-là. Mais ça lui avait fait du bien, certainement. Un dimanche, je l'ai rencontré tout à fait par hasard, en m'invitant pour aller faire une promenade. Et je lui ai dit que j'étais désolée, mais que j'allais chez une amie. Chose qui était vraie. Et le lendemain soir, me trouvant sur la ville, je me trouvais seule, parce que moi je ne conduis pas, donc je me suis retrouvée seule à remonter, et ma fille était désolée de ne pas pouvoir le faire. Donc j'ai appelé cet homme qui m'avait proposé de me remonter si un jour je voulais. Donc je l'ai invité à dîner avec moi. Oui. Tout s'est bien passé, mais je voyais bien qu'il avait des petites intentions. Mais tout en restant très correct. Oui. Et nous avons pris une tisane dans le salon. Oui. Et pardon. Non, je souriais. Et après, c'est là qu'il m'a fait toutes les éloges, tous les compliments, oui. En me disant que qu'il avait remarqué toutes les petites intentions que j'avais envers lui, et que lui avait remarqué, malgré mes rondeurs, que j'avais toujours un air, un visage très éclatant, avec mon rouge à lèvres, des t-shirts très, très gais, etc. Et que, voilà, suite à ce qu'il m'annonçait, que fallait pas que je le prenne mal, mais qu'il avait besoin de me le dire, et qu'il me désirait.
Alors, j'étais un peu réticente et méfiante en même temps. Et je lui dis, mais je comprends pas ce que tu me dis, parce que je trouve que tu as une très belle femme, parce qu'ils ne sont que séparés. Tu as une très belle femme, mais vraiment femme, par rapport à moi. J'ai dit, ça n'a rien à voir. Il me dit non, mais il me dit, c'est comme ça. J'ai dit, oui, mais moi, j'ai essayé d'apporter l'attention vis-à-vis de sa femme. J'ai dit, mais écoute, elle est quand même, elle est belle, ta femme, et tu pouvais pas essayer de la reconquérir. Et en fait, je voulais peut-être fuir ce qu'il me disait. Oui, certainement. Et il m'a dit non, le problème c'est que je ne changerai rien envers mes enfants, ma femme et les petits-enfants au moment de fête de Noël et tout ça. Ça reste très précieux, mais je ne la désire plus. Alors, moi j'étais un peu ébahi par tous ces compliments dont j'avais un peu perdu confiance en moi. Et qui n'était pas mon idée du tout, mais ça me faisait perdre confiance quand même en moi. Et il s'avère que, j'ai dit que j'allais réfléchir, mais il m'a dit, pour rien au monde, tu as été près de moi avec ta fille, je ne voudrais surtout pas que tu lui en parles, et je ne voudrais surtout pas que tu souffres, parce que je ne peux rien te promettre. Ma vie, elle est comme ça maintenant, je ne peux rien te promettre, et je ne voudrais pas que tu en souffres et que tu penses quoi que ce soit si ça ne fonctionne pas. Et je voudrais que... Mais souffrir de quoi? Je ne comprends pas. Parce qu'il il pouvait rien me promettre. Et il me disait que forcément, il ne s'était rien passé de toute façon. Avoir pas forcément des relations à chaque fois quand il viendrait. Oui. Et en fait, je pense qu'il avait peur que je m'attache. Et lui ne se sentait pas prêt, et moi non plus. C'était pas du tout mon idée d'avoir quelqu'un à nouveau chez moi, parce que je voulais garder ma liberté. Mais il faut pas aller trop vite. Attendez, là, c'est pas parce que cet homme, de toute façon, il faut pas faire l'histoire avant qu'elle ait démarré. Cet homme vous dit, dans un élan comme ça de spontanéité, qu'il vous désire. Maintenant, de là à ce que vous habitiez ensemble, que vous vous attachiez, enfin, vous voyez, là, ça allait trop vite, là. Oui. Vous me dites qu'il a été trop vite? Non, mais je trouve que ça prend une tournure, le fait que vous parliez de tout ça. C'est ce qui s'est passé. On peut dire, voilà, dans un élan où il voulait, comme je vous dis, il voulait pas me faire souffrir. J'ai dit non, j'ai pas l'intention non plus de souffrir, j'ai assez donné. Mais oui, mais c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire que, c'est comme si, il y a quelque chose, ça prend presque une tournure très lourde déjà dès le départ. On peut parler, il vous dit, vous étiez veuve, lui était séparé de sa femme, il vous dit qu'il vous désire. De là, après, à dire, je veux pas te faire souffrir, je peux rien te promettre. Vous étiez dans l'instant. Après, attendons de voir. Voyez, vous étiez pas dans la construction, là. On sait jamais... Une relation, ça démarre souvent, ça peut démarrer sur le mode de l'aventure. On ne sait jamais comment ça peut évoluer. Parfois, ça n'évolue pas, et puis parfois, ça évolue vers une histoire. Oui, mais j'ai pensé quand même que, j'ai remarqué qu'il avait certaines petites choses où ça n'allait pas. Par exemple, moi, j'ai construit ma vie sur un pan de mur avec des photos au mariage de ma première fille avec mon mari présent, de ma seconde fille qui est à l'étranger avec ma belle-mère parce que mon mari n'étant plus existant, mes deux petits-enfants. Et voilà, c'était mon petit truc à moi. Et il me dit, tu pourrais peut-être retourner les cadres. Je dis non, ça me gêne pas, moi. C'est mon bien à moi. Bien sûr. Et en fait, après, lui, je pense il pensait que j'aurais passé à l'action aussitôt. Je pense que c'est ça. Mais il tenait, malgré tout, si ça se faisait pas, à ce qu'on reste amis quand on se rencontre, qu'on boit un café. Je lui ai dit, ok, mais j'ai besoin de réfléchir. Et en fait, je pense que j'ai réfléchi trop vite. Parce que quelques jours après, je l'ai appelé. Donc, il s'est déplacé. Et nous avons eu une relation ensemble avec, que j'ai remarqué, lui, beaucoup de difficultés. Me disant qu'il était très ému, qu'il n'arrivait pas à réaliser qu'il était là, etc.
Alors, j'ai dit c'est comme ça, puisque tu es là. Des difficultés physiques, vous voulez dire? Oui. Des difficultés pour avoir une relation sexuelle. Voilà. Oui. Et donc, au premier abord, aux premières relations, je me suis dit, peut-être, je croyais, et après, j'ai eu, si vous voulez, la certitude que c'était ça, qu'il avait beaucoup de complications à ce niveau-là. Des difficultés à avoir une érection. Voilà. Et quand on a fini notre histoire, moi j'ai en quart de ma chambre une petite télé au-dessus, j'ai le cadre de mon mari avec moi et ma petite fille. Et il m'a dit, oh là là, il me dit, t'aurais dû tourner le cadre. J'ai fait non. Non, moi ça me gêne pas. Ça le gênait. Oui, ça le gênait. Et voilà, il m'a dit, en fait, je voulais bien qu'il était pas bien, si vous voulez. Oui, on peut comprendre, c'est-à-dire que la présence, les photos de votre mari étaient peut-être un peu angoissantes pour lui, comme si c'était pas comme si. Je le connaissais. Eh oui, d'autant plus. Que comme ça, mais il le connaissait. Oui, donc d'autant plus. D'autant plus, ça a pu le perturber, ça. J'étais un peu trop rapide dans mes réactions parce que il voulait partir à 6h le matin et moi j'ai dit non, maintenant tu t'en vas. Comment ça? Après Voilà. Donc il était 3h30 du matin. Pourquoi vous lui avez dit de s'en aller? Je sais pas. Vous vous sentiez pas bien? Je pense qu'avec du recul, oui, j'avais besoin après ça je pense qu'il y avait quelque chose qui me gênait. Vous aviez besoin de vous retrouver seul, Voilà. Oui. Voilà. D'ailleurs, il me l'a dit. J'ai dit oui, j'ai besoin il m'a dit, tu as besoin d'être seul? J'ai dit oui, j'ai besoin d'être seul. Alors, quand il est parti, il m'a dit, j'espère que tu ne me feras pas ça. J'ai dit non, je pense pas. Et 2 jours après, je lui ai envoyé un SMS en lui disant que, par peur de m'attacher et d'en souffrir, que je préférais que nos relations en restent amicales. Donc il a tenu à m'appeler. Donc il m'a dit, écoute, excuse-moi, j'ai peut-être été un peu trop vite. J'ai dit, je sais pas, mais tu m'as apporté beaucoup parce que déjà ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Oui. Et j'ai idéalisé un petit peu. D'ailleurs, je ne regrette pas parce que c'est le genre d'homme qui me plaisait vraiment. Oui. Et mais j'avais peur qu'on ait une relation et comme je sais qu'il a appelé peut-être à bouger après, que moi j'en souffre. Enfin, je pense que ça a été une façon de me protéger. Certainement. De cette souffrance. Et je sais très bien que c'est tout à fait et que quelque part, même vis-à-vis de mes enfants, ça serait passé. Mais moi, ça m'a fait un peu peur et vous savez, il est passé. Après, je l'ai un peu. Avec du recul, j'ai discuté avec ma sœur, j'ai une sœur avec qui je discute beaucoup, et elle m'a dit, je pense que tu l'as un petit peu trop embêté. Et dans quel sens? Je l'ai appelé en lui disant que ce serait bien qu'on se revoie, mon ami, même si il voulait venir manger à la maison quand je l'inviterais, et que c'est vrai que je l'ai. Alors, la dernière fois que je l'ai eu, il revenait de Paris et je voyais qu'il fuyait la conversation, vous voyez, j'ai senti. Et je lui ai demandé, je voulais juste te poser une question, si tu étais sincère dans ce que tu m'as dit. Il m'a répondu oui. Certainement, oui. Et depuis, je peux avoir, je vais pas le chercher, mais il y a de fortes chances que je le rencontre parce que un dimanche, nous partions sur Caen avec ma fille et il traversait la place et il discutait avec une dame que je connais et qui est séparée aussi. Et quand nous avons fait le tour, il était à l'entrée de il était dehors, il discutait et il a reconnu la voiture à ma fille et il s'est un peu senti gêné. Et oui. Il s'est senti gêné. Donc, mais votre première rencontre intime, c'est pas très bien passé. Vous dites vous-même, il y a eu un malaise. Lui... Oui, parce que si vous voulez, c'est quelqu'un que j'estimais beaucoup. Bon, que c'est vrai que j'aurais un peu idéalisé comme homme à refaire ma vie
sans oui, la oui. refaire réellement. Oui, mais il vous plaisait, oui, beaucoup, voilà, oui. voilà, vous avez compris. Oui, il vous plaisait beaucoup. Et puis, ça a été un peu vite, finalement, votre oui. rencontre. D'ailleurs, lui me l'a dit aussi. Je pense oui. que nous avons été un peu trop Oui, vite. un peu trop vite. Parce que finalement, c'est comme si vous vous êtes senti, ça donne l'impression comme si vous vous étiez senti obligé parce que lui vous a parlé de son désir pour vous. Oui. Comme si vous vous êtes senti obligé d'enclencher assez rapidement. Exactement. Alors qu'après tout, il avait le droit au cours de cette soirée d'exprimer ce qu'il ressentait, mais vous, si la peur que vous avez exprimée montrait bien que vous n'étiez pas tout à fait prête. Oui. Et c'est comme si vous aviez voulu, je sais pas, est-ce que vous cherchiez vous prouver quelque chose, peut-être vous rassurer sur vous-même, être. C'est vrai que c'est allé un peu vite, et puis du coup, ça a fait un peu fait flop. Hein. Oui. C'est-à-dire que lui, certainement a dû être surpris. Je devait pas trop s'y attendre. Alors a dû être gêné par plusieurs choses. Peut-être finalement au fond ce volte-face de votre part. Oui. Le fait, certainement un peu ému, un peu perturbé. Ça n'a pas aussi bien marché de son côté qu'il aurait espéré, donc c'est toujours un peu gênant pour lui. Oui. Le fait qu'il connaissait votre mari. Ça aussi, ça a dû interférer quand même dans votre relation. Oui, après, vous lui demandez de partir au milieu de la nuit. Il n'a pas dû très bien le vivre. Et puis c'est vrai que vous lui envoyez si ça ne l'avait pas gêné, s'il m'en voulait, il m'a dit non. Mais je pense que quelque part, il a été très surpris. Il a été surpris. Il vous a dit, j'espère que tu vas quand même pas me refaire ça. Oui. Bon. Et puis le lendemain, 2 jours après, vous lui envoyez un texto lui demandant d'être amis. Donc il s'est dit, ça finalement, vous voyez, il a pu être un peu blessé de tout ça. Oui. Donc il y a eu un malentendu là entre vous. Voilà. Mais j'aurais bien voulu, si vous voulez, même maintenant je le ferai plus parce que je veux le laisser tranquille, mais c'est ce que je voulais lui expliquer en fait. Vous aurez peut-être l'occasion de le faire, Daniel. Hein ? Oui, c'est seulement lui expliquer que ça a été un peu trop vite, certes. Voilà, lui dire ce que je ressentais. Oui, mais vous pourrez. Il s'agit pas parce qu'effectivement, il a pas dû comprendre non plus que à la fois. Ça témoigne bien de votre ambivalence des sentiments, c'est-à-dire que vous êtes à la fois très partagé parce que cet homme vous plaisait beaucoup, vous attirez beaucoup, et forcément c'est assez perturbant et troublant puisque c'est le premier homme depuis le décès de votre mari qui vous séduisait autant. Et en même temps, vous aviez très peur de vous lancer dans une relation à nouveau, et parce que comme vous l'idéalisiez beaucoup, cet homme. Oui, tout à fait. Et que vous connaissiez sa femme aussi un peu vous l'idéalisiez en disant mais elle est très belle, vous vous compariez à elle, vous compreniez pas au fond ce qu'il vous trouvait parce que vous l'idéalisiez trop finalement. Donc tout ça a fait que vous avez mis beaucoup de barrières et ça explique aussi beaucoup de choses dans cette relation. Alors peut-être que après, finalement, vous le mettez à distance, puis après, vous lui laissez beaucoup de messages en disant « restons amis ». Donc, il n'a pas dû comprendre, vous voyez, c'est complètement brouillé, les messages que vous lui faites passer à cet homme. Oui, c'est vrai. Hein, c'est à la fois je viens et puis tiens-toi à distance, mais enfin reviens, restons amis, il ne sait plus sur quel pied danser. Oui. Donc, je pense que comme vous êtes amené à vous revoir... vous pourrez un jour lui dire simplement. Je vais boire mon café toujours au même endroit. Vous pourrez lui dire simplement, écoute, j'aimerais bien, si tu as le temps, j'aimerais bien qu'on prenne un jour le temps, un verre ensemble. J'aimerais te parler et lui expliquer, dire. C'est dommage sans vous lancer dans de très grandes explications, mais dire je crois que voilà tout s'est passé peut-être un peu trop vite et puis au fond j'ai eu peur quoi. Simplement qu'ils comprennent quoi. Oui, que au fond c'est pas vous ne
vous ne lui en voulez pas, enfin qu'il n'ait pas l'impression qu'il a fait quelque chose de mal dans l'histoire, parce qu'il peut penser, vous voyez, il peut y avoir des malentendus. Il peut penser, lui, de son côté, être blessé un peu dans sa virilité, penser que c'est parce que il n'a pas été suffisamment opérationnel, performant ou je ne sais quoi. Alors qu'il s'agit pas de ça. Non, pas du tout, parce que je lui en veux pas du tout. Bah bien sûr. Et je pense que c'est quelqu'un. Il me disait que sa femme n'était pas du tout très tendre, très. Enfin, elle est assez froide, si vous voulez. Donc, lui, il aime bien recevoir de l'affection, etc. Il m'a dit, quand j'ai fait, après la séparation de ma femme, vous avez été près, toi et ta fille, de moi, et ça m'a beaucoup apporté, et voilà, ça m'a fait. Donc, je peux pas oublier toutes ces choses-là. Oui. Il a rénuméré toutes ces petites d'ailleurs, choses. D'ailleurs, il y a cette image de. Voyez-vous, vous ne vous en souveniez même plus. Non, pas mais du lui, il se souvient de vous lui avez pris les mains. Oui. C'est-à-dire que c'était un moment où ça l'a réconforté, ça lui a fait du bien. Oui. Vous l'avez apaisé à ce moment-là. Et il me dit, avoue que tu as eu du mal à enlever tes mains. Oui, j'ai bien senti que j'avais du mal à les enlever. C'est plutôt lui qui avait du mal. Mais oui, mais c'est lui. Lui, ça a été un instant comme ça a été la première intimité pour lui. Beaucoup plus pour lui que pour vous. Oui. Lui, c'est un instant qui a un peu scellé une intimité, là. Voilà. C'est comme au repas l'année dernière, je suis un petit peu... un petit peu le guignol, quoi. Et quand il est arrivé, j'ai dit à tous les amis, j'avais deux de mes filles qui étaient ici, j'ai dit, bon, ça fait très longtemps, je vous présente telle personne, mais ça fait très longtemps qu'on se connaît, mais nous ne sommes pas amants. Et là, il me l'a ressorti, si vous voulez. Et moi, je m'en souvenais pas. Oui, donc ça montre bien il fait très attention à tout ce que vous pouvez dire ou faire. Hein. Oui, et puis moi j'étais pour lui. Qui s'est rappelé de tout ça. Même quand on a eu un autre repas un soir, il m'a dit tu avais ta meilleure amie, tu avais d'autres, un co de notre couple, tu as dit je sais plus quoi, et que je me souviens plus exactement ce qu'il m'a dit, mais j'ai dit je m'en souviens pas, même d'ici parce qu'ils se sont tous regardés. Mais là, il m'a dit j'étais un peu gênée. Il n'est pas revenu avec sa femme là? Non, il est resté bien avec sa femme. Il est resté bien avec sa femme, puisqu'elle a ouvert un commerce, et lui, il a du mal à se lancer, maintenant. Alors, il est à la recherche de trouver l'opportunité. Je pense qu'il se recherche, si vous voulez. Il a du mal à... Et à la fois, je me demande s'il est si bien que ça. Et vous, qu'est-ce que vous cherchez? Eh bien, moi, je suis restée sur cet homme-là, mais... simplement pouvoir j'avais pas envie de refaire ma vie, mais il est vrai que depuis que j'ai découvert cet homme, je pense que si je trouvais quelqu'un, mais je me dis comme lui. Bon, écoutez, la première fois n'a pas été compliquée, mais ça peut arriver. Après tout, ça peut laisser la place à une seconde chance, hein. Pourquoi pas? Oui, je m'en suis un petit peu voulu, si vous voulez, de la façon dont Mais bon, ça s'est passé quand j'ai retrouvé un peu, si vous voulez, la façon d'agir un peu comme j'étais avant avec mon mari. Ça s'est passé quand, ça? Tout ce que vous me racontez. Il y a un mois. Oui, c'est très récent. Oui. Donc, ne laissez pas forcément les choses... la prochaine fois, quand vous le recroisez, ne laissez pas un malaise s'installer. Dire, est-ce qu'on peut se parler voyez, et puis ne vous attardez pas forcément trop là-dessus. Dire, demandez-lui de ses nouvelles. Vous voyez, il faut pas non plus couper les cheveux en quatre autour de la situation, la décortiquer. Voilà, les choses sont allées un peu vite. Vous étiez tous les deux un peu embarrassés. Il faut reprendre un peu de légèreté, reprendre les choses là où vous l'avez laissé, c'est-à-dire peut-être un peu dans le désir et reprendre un peu dans la légèreté, c'est-à-dire dans le plaisir d'être ensemble. Ce qui était là au début de la relation. J'avoue que j'étais un peu très entreprenante à son égard après. Et puis depuis j'ai essayé de vous joindre. J'ai eu un apaisement en fait.
Et 2 fois plus quand c'est Clémence qui m'a appelé, je pense. Oui. Et quand elle m'a appelé hier, ça m'a donné, ma fille m'a dit, mais qui t'appelle à cette heure-ci? Oh, j'ai dit rien. J'ai dit rien, j'ai dit, Oui. alors j'ai essayé de me justifier un peu, en fait, comme quoi. J'ai dit, ne t'inquiète pas, j'ai pas d'amant. Elle me dit, tu fais ce que tu veux. Écoutez, après tout, hein, vous faites ce que vous voulez. Je lui ai dit, Oui. qu'est-ce que t'en penses ce matin? Nous avons pris le petit déjeuner toutes les deux, son mari se reposait. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu dirais si j'avais un jour quelqu'un? Tu fais comme tu veux, c'est ta vie. Oui, donc elle est très très compréhensive, votre fille. Oui. Ah, mais écoutez, en tout cas, ça fait sourire Clémence. Elle dit voilà, Clémence vous appelle et déjà vous vous sentez mieux. Oui. Voilà, vous allez bientôt, vous allez me dire non. Vous allez pouvoir parler. Voilà. Ah, parce que je me suis dit, bientôt, il va plus y avoir d'émission. Il va suffire que Clémence vous rappelle le soir. Oui. Et puis voilà, vous direz, non, j'ai plus besoin de parler à Caroline, ça me fait du bien. Si, parce que c'est la deuxième fois que j'ai affaire à votre équipe et à tout vous. Va bien, et alors. Franchement, vous êtes tous formidables. Bon, écoutez, alors donc, non, il y a un mois, oui, c'est ça, c'est très récent. Oui. Moi, je pense que, je crois que, vous voyez... je vais pouvoir remettre mes t-shirts moulants, je les trouve formidables. Oui, tout à fait, Daniel. En plus, là, ça va être les beaux jours. Oui, donc, vous allez pouvoir ressortir vos robes, vos jupes et tout ça. J'ai des beaux t-shirts, j'adore. Eh ben alors, vous allez pouvoir ressortir vos beaux t-shirts. Voilà. Faites-vous belle. Et n'oubliez pas ce que cet homme vous a dit, qu'il vous désirait. Parce que, en plus, comme je vous disais, il a rémunéré tout ça. Oui. Et moi, je l'ai connu par le biais, autrefois, je faisais des repas de chasse. Tous les 15 jours, et il était à cette chasse, il était actionnaire, et il se souvient d'un jour que j'étais arrivée toute belle, avec un rouge à lèvres, etc. Je me suis dit, mais il a cherché loin. Oui, on voit qu'il se souvient, enfin, ça compte, il a vraiment un souvenir très précis de chaque fois qu'il vous a vu, de ce que vous avez dit, de ce que vous avez fait. Donc c'est pas quelque chose de bon comme ça, de fugitif, de furtif. Voilà, Oui. Alors il y a Georges quand même qui vous donne un conseil. Parce que comment se rappeler de telle chose, alors que moi ça m'a paru un peu bénin dans tout ça. Eh ben pas pour lui. Comme quoi. Ça alors un conseil d'homme, un conseil de Georges qui dit mais la prochaine fois peut-être pas de tisane. Hein. Ah oui. Quelque chose d'un peu plus fort, vous voyez, un peu plus viril, voilà. Voilà. Je le remercie. Bon allez, je vous embrasse Daniel moi aussi, et bonne chance et alors. Continuez votre belle émission, d'être à l'écoute de tout le monde, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Et à toute votre équipe. Merci Daniel, au revoir. Merci à Georges pour le conseil. Au revoir. Au revoir. Et voilà, Clémence va être très sollicitée. Là, il y a Ninon qui dit, mais alors Clémence pourrait-elle m'appeler? Je ne vais pas très bien. Ça va être Clémence, l'effet placebo. Clémence vous appelle et tout d'un coup, l'avenir vous sourit. Voilà. Je vais lui demander si après l'émission, là, elle veut pas faire des heures supplémentaires. Comment? Elle me parle dans le casque, mais j'ai pas entendu. Je n'entends pas, Clémence, ce que tu me dis. Il y a Sergio qui dit, ah, mais Clémence est au top, hein, ça c'est sûr. Et il ajoute quand même, autant Cassiba et Quentin, vive les lutins et bise à eux. Ça va faire plaisir à Georges qui me disait, mais qu'est-ce qui se passe là? On les entend plus, Sergio, Petite Plume, le Subversif, ils sont tous morts ou quoi, mes amis? Ils se sentaient un peu seuls, Georges? Non, mais il y en a peut-être qui sont en vacances, qui se couchent un peu plus tôt en ce moment. C'est la fin de l'hiver, c'est dur, hein. Beaucoup d'entre vous, on est un peu fatigués là, en cette période. Il y en a qui hibernent, qui vont réémerger au beau jour. On va en voir revenir. Allez, on accueille Dany. Bonsoir Dany. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors Dany, vous êtes... C'est un problème de grand-mère. Oui. J'ai surpris 2 de mes petits-enfants. J'ai 5 petits-enfants. Donc alors une petite fille de 6 ans et son frère de 8 ans qui fumaient en cachette. Ah. Le mardi dans une chambre et le mercredi dans le jardin. Alors le mardi, la maman était dans tous ses états vraiment effondrés et ils ont promis, juré de ne plus jamais recommencer. Et le mercredi dans le jardin, quand j'ai vu les mégots par terre, près de la balançoire, enfin, ce sont des petits-enfants qui sont, j'estime, assez gâtés et ils ont vraiment menti. Alors la maman est
effondré, ne sait pas trop comment s'y prendre. Le petit garçon dit les parents donnent l'exemple, évidemment, le papa et la maman fument. Oui. Et la petite fille a répondu maman avait promis pendant les grandes vacances d'arrêter de fumer. Alors, moi j'ai répondu, vous savez, les grandes personnes font des choses qu'elles se permettent de faire, mais que les enfants ne doivent pas faire. Et à 6 ans et 8 ans, vous savez très bien que c'est mal de fumer. Bon, c'est du tabac blond, mais on a toujours peur de pire. Ouais, elle est futée, hein, la petite. Elle manque pas d'aplomb, hein. Alors, quand oui. je lui ai dit, mais pourquoi as-tu refumé alors que tu avais promis à maman? Ben, c'est mon grand frère, il m'a dit, viens, on va fumer. Ben oui. Je ne prononce pas les prénoms, ni... Non. Je ne... Voilà. Alors, Non, mais là où je frère. trouve qu'elle est futée, c'est elle renverse, elle est presque dans la culpabilisation en disant que sa mère avait dit qu'elle arrêtait de fumer pendant les vacances. Elle le fait pas, donc elle se met à fumer. C'est un peu facile parce qu'elle dévie le problème. Oui, Je suis désolée, mais enfin, il y a des... Elle renverse la vapeur. Complètement. Oui. C'est là où elle est très maline. Écoutez, il y a des choses que les grandes personnes font que les enfants ne font pas. À ce moment-là, ses parents aussi peuvent prendre un apéritif. Eux n'y ont pas droit. Ils vont prendre du jus d'orange. Bon, les parents vont se coucher, peuvent se coucher tard, à minuit ou passer minuit. Les enfants, eux, vont se coucher beaucoup plus tôt. Enfin, vous voyez, c'est pas, ils attendront et que à 6 et 8 ans, on ne fume pas, point barre. Oui, voilà. C'est tout. Et alors, ce qui était désarmant, c'est que le mardi, ils avaient promis, juré, maman, on ne recommencera pas, ne le dis pas à papa. Enfin, c'était vraiment deux pauvres petits malheureux. Et puis le mercredi, on les surprend de nouveau. Oui, ça va, oui. Alors, ça dure depuis combien de temps? Le petit garçon fait du foot durant toute l'année scolaire. Est-ce que c'est là que on se pose des questions? Mais qu'est-ce que justement ils vous les surprenaient, c'est-à-dire ils avaient une cigarette pour deux? Non, ils avaient 2 paquets de cigarettes, au moins un briquet. Et ils crachaient pas? Chacun la cigarette à la main, la petite sur la balançoire. Presque une petite jeune fille de 14-15 ans. Bon, elle est toute petite, mais elle est mignonne comme tout. Ils ont des visages d'anges, évidemment. Bah, évidemment, oui, à 6 et 8 ans, oui, il joue au grand. Voilà. Bon. À peu près tous les enfants, lorsqu'il y a un peu des fumeurs dans l'entourage ou quand il y a on jouait à ça à un moment donné, c'est vrai que il est important de leur mettre un interdit là-dessus, et à partir du moment où la première fois, la maman là qui a découvert a bien réagi en disant que il fallait pas fumer. Oui, je pense qu'elle a bien réagi. Elle ne les a pas frappés, elle n'a pas crié. Pas. Elle leur a dit vous avez quelque chose à me dire. Tous les deux, je suis au courant. Alors vous me dites tout de suite, tous les deux, la vérité. Oui. Et ils se sont vus pris au piège, évidemment. Mais est-ce que la crainte, c'est qu'ils ne recommencent? Oui, alors dans la mesure où elle leur dit cela et qu'ils recommencent le lendemain ou 2 jours après, là, ça va pas. Voilà. C'est-à-dire que là, ils désobéissent. Alors que là ça a été. Et le premier jour, le mardi, ils ont été punis, donc chacun dans leur chambre, ce qui est déjà très bien. Ils avaient été punis dès le premier jour. Ah oui, dès le premier jour, oui.
Et donc, chacun dans sa chambre, ils se sont infligés des punitions. Je ne dois pas fumer. La petite ne sait pas encore très bien écrire, mais elle s'est mise à faire le ménage dans sa chambre, à passer l'aspirateur, à nettoyer les vitres. Enfin, un petit bout de bonne femme. Moi, j'étais vraiment Mais ils se sont infligés, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ont décidé de s'infliger des punitions? Oui, oui. Moi, j'ai été très ferme en leur disant vos parents sont très, très déçus. Vous leur faites du mal et ça me fait beaucoup de mal de voir votre maman pleurer. Faut peut-être pas trop insister. Voilà. Non, faut pas non plus trop dramatiser. Ouais. Faut pas dramatiser. Non, il faut pas. Oui, parce que comme si, voyez, vous m'avez dit d'ailleurs que c'est votre fille. Oui. Parce que vous me dites elle est effondrée. Ah oui, au téléphone. Qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi effondrée Parce qu'elle se culpabilise probablement. Mais de quoi? Elle avait arrêté de fumer pour la naissance du 3e, et puis elle a repris parce qu'elle avait des soucis mineurs, majeurs, enfin pas des soucis trop graves, mais elle avait repris de la cigarette. Alors elle se sent coupable. Ah oui, d'accord, parce qu'elle se sent coupable de ne pas pouvoir arrêter. Voilà, elle ne peut pas arrêter. Elle n'arrive pas à arrêter de fumer. Oui. Et nous sommes des grands-parents qui ne fumons plus depuis de nombreuses années. Oui, c'est plus ça qui la culpabilise, c'est sa propre dépendance au tabac. Voilà, oui, en fait, voilà. Bon, écoutez, ça, elle pourra éventuellement voir avec son médecin, en parler. Si elle veut arrêter et qu'elle n'y arrive pas, elle peut voir comment se faire aider. Mais par rapport à ses enfants, il faut quand même dédramatiser les choses, hein. Ça reste des petits-enfants, ça ne veut pas dire, voyez, que ça va être des adolescents fumeurs et des adultes fumeurs. Là, ce sont des enfants qui aiment bien, qui jouent au grand, là, hein, qui transgressent un interdit. Mais oui, ils font comme ils imitent. Mais si on leur dit que c'est pas une bonne chose parce que ça fait, quand on fume après c'est vrai qu'on a du mal au départ, c'est agréable, mais qu'après on a beaucoup de mal à s'arrêter et que il faut beaucoup parler. Il faut beaucoup parler, oui, puis que ça empêche de bien grandir la cigarette. Voyez, essayez de leur dire comme ça que finalement, quand on commence leur parler des plus grands qui commencent à fumer, qui vont au collège, qui commencent à fumer à 12, 13, 14 ans, que ça joue, ça les empêche, leur croissance ils comprennent pas, mais que ça les empêche de bien grandir. Voilà. Mais est-ce qu'elle peut demander au petit garçon qui a 8 ans si au foot le mercredi on lui a proposé, ou si c'est à ce moment-là, si ça dure depuis le mois de septembre, par exemple, est-ce qu'elle peut lui demander, de lui dire franchement que c'est plus la peine de raconter des histoires, que maintenant, non. Mais pourquoi elle pense au foot? C'est moi qui ai pensé à ça. Oh, je pense qu'ils doivent quand même faire attention au foot, parce qu'il est avec des enfants de 8 ans, de son âge, donc je pense quand même que les entraîneurs font très attention. C'est comme à l'école, à la piscine, partout où ils vont. Ouf, c'est pas quand même un âge où on fume. Hein. Oui. Non. D'autre part... Enfin, où on fume. Si, les enfants le font, mais si vous voulez... quand je dis tout le monde l'a plus ou moins fait, mais comme ça, pour tester, pour voir, la plupart du temps, d'ailleurs, ça fait pas plaisir. C'est pas bon. Et on arrête. Mais apparemment, on crapote à cet âge-là. Les enfants ne veulent pas la fumer, par exemple. Ils la recrachent, vous voyez, ils la mettent dans la bouche, ils gonflent les joues, c'est un peu comme des crapauds. C'est vraiment, on dit, ils crapotent, quoi. Oui. Et donc, on leur a dit que c'était dangereux aussi parce qu'ils pouvaient mettre le feu. Et d'ailleurs, dans le jardin, ça, c'est vrai. les feuilles mortes, vous avez raison. Humides, il y avait une petite fumée. Bon, je pense que ça n'aurait pas... Oui, non, mais vous avez raison, bien sûr. Vous avez raison de les prévenir. Une autre réflexion. On leur a dit que ça faisait très très mal aux poumons et qu'on pouvait mourir si on fume trop. Et donc la petite fille a dit alors maman, elle va mourir. Et oui, c'est ça qui est un peu embêtant. Voilà. Oui. C'est un peu embêtant de leur dire ça. Ouais.
C'est un peu embêtant parce que la petite fille, vous voyez, elle est... Elle est beaucoup plus mûre. Elle est beaucoup plus mûre. Oui, puis elle, voyez, tout de suite, elle associe à sa maman. Elle dit, maman devait arrêter de fumer, elle le fait pas. Or, vous me dites que votre fille, elle culpabilise. Elle culpabilise parce qu'elle peut pas s'arrêter de fumer. Comme elle peut pas s'arrêter de fumer, elle dit, oh là là, je suis un mauvais exemple pour mes enfants. Donc, ça va pas aider, vous voyez, une espèce de jeu relationnel entre eux, là. Donc, bon, votre fille... elle peut à un moment se faire aider, bon, mais c'est son problème à elle. Ses enfants n'ont pas à être mêlés à ça. Ce qui est certain, c'est que les enfants n'ont pas à fumer parce que c'est comme ça. Les adultes peuvent avoir de mauvaises habitudes, mais ça reste des adultes. Alors que d'autant plus que, pardon, veuillez m'excuser, les parents ne fument jamais dans la maison. Bon, alors en plus, bon. Donc, je crois, non, il faut dédramatiser les choses et puis là, bien dire aux enfants, il y a des choses que que les parents font, que les enfants n'ont pas à faire et puis dont on aimerait bien ne jamais avoir commencé, au fond. Parce que si on n'avait pas commencé la cigarette, on ne serait pas comme ça dépendant. Il dit il y a des choses qui font plaisir au début et puis qui après c'est bien embêtant parce qu'on n'arrive plus à s'en passer. Vous pouvez prendre l'exemple du paquet du chocolat ou du paquet de gâteaux. Au départ c'est très bon et puis si on mange tout le paquet de gâteaux ou si on mange toute la tablette de chocolat, on a très mal au ventre et on est malade. Donc au départ, ce qui est bon peut faire mal après. Mais mourir, tout ça, c'est un peu angoissant pour des petits-enfants. Voyez ? Oui, mais rétrospectivement, je reconnais que quelquefois on a des paroles qui sont un peu trop sérieuses pour des petits-enfants de cet âge-là. Un petit peu sérieuses, oui, c'est ça. De même de dire que ça fait très... que maman pleure, oui, parce que leur maman, elle pleure, mais pas tant pour ça, c'est qu'elle culpabilise beaucoup. Donc c'est pas la peine de aussi culpabiliser les enfants, parce que ça fait un peu réaction en chaîne. Si tout le monde culpabilise, tout le monde est un peu malheureux. Donc je crois que bon, il faut bien évidemment dire, expliquer, parler, plutôt leur dire que oui, s'ils veulent bien grandir, être grands et forts, bien costauds, que la cigarette c'est vraiment pas bon. Voilà. Et que leur papa et leur maman, eux, ils ont fumé, ils étaient déjà bien grands. Voilà, ils étaient déjà, leur corps était déjà bien grand, mais que néanmoins c'est pas une bonne chose, mais que ils vont faire en sorte un jour d'arrêter parce qu'ils savent que c'est pas bon. Bien. Et une dernière chose, est-ce qu'on peut insister sur le point de vue de la confiance? Est-ce que maintenant je peux vous faire confiance? Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que je peux vous faire confiance? Est-ce que la maman peut leur dire ça aux deux? Non. C'est petit, un peu. Vous savez, il y a toujours de la transgression. À 6 et 8 ans, oui. Ils sont pas trop dans ils sont moins dans la transgression que des adolescents. Il y a toujours un peu, vous savez, il y a toujours un peu de la transgression. Hein. C'est toujours ce qui est interdit est toujours plus amusant quand même. Mais dire je compte sur vous quand même, voilà, c'est important. Je pense que ça suffira, dire oui. Voilà, je vous fais. Moi-même, je leur ai dit, il faut absolument que tout ce qui sort de votre bouche ne soit pas mis. C'est une parole qui ne doit pas être mise en doute. Il faut que vous dites quelque chose, c'est vrai. On n'a pas un instant, on peut douter, on peut croire que vous mentez. Mais est-ce que c'est trop de demander à cet âge-là? Je pense que c'est un peu difficile de demander cela à votre petite fille qui a 6 ans. Voilà, ils se construisent aussi dans le parce que 6 ans, c'est encore, si vous voulez, votre petit-fils de 8 ans, oui, il peut l'entendre. À 6 ans, on est encore beaucoup dans le monde de l'imaginaire. Ça ne veut pas dire qu'à 8 ans, l'imaginaire fonctionne pas, mais on distingue mieux la réalité de l'imaginaire. À 6 ans, il y a encore, l'enfant peut être dans le mensonge, mais le mensonge où il joue aussi avec l'imaginaire. Voilà. Donc dire la parole, on ne revient pas dessus, c'est important. C'est compliqué de lui demander ça.
Parce que ça n'a pas la même valeur que pour un enfant plus grand, pour un adolescent, évidemment pour un adulte. Vous voyez, dans la maison, il vaut mieux cacher tous les briquets et tous les paquets de cigarettes, que ça ne traîne nulle part. Non? C'est paradoxal. Vous dites, est-ce qu'on peut faire confiance et en même temps, vous voulez les cacher? Oui. Oui, parce que justement, des auditeurs disent comment ils se les procurent. Ils se les procurent parce que les parents fument, c'est ça? Oui, puis les parents ne les cachent pas. C'est dans un tiroir où il y a les cigarettes et les briquets, quoi. Voilà, oui. Évidemment, ça peut être mis un peu hors de portée, pas trop les tenter quand même. Hein, pas trop les tenter quand même. Voilà, mais pas bouclé, pas... Vous voyez, pour qu'il y ait quelque chose, il y a eu des paroles de dites, on compte quand même sur eux, mais pas non plus que ça soit accessible comme le reste. Montrer que c'est finalement quelque chose, c'est pas un produit de consommation courante, j'ai envie de dire. Voilà, aussi, d'une certaine façon. Les médicaments, on les laisse pas à la portée comme ça des enfants, d'une certaine façon. Alors, c'est pas un médicament, mais c'est... c'est quand même, c'est pas quelque chose de commun qu'on laisse forcément traîner partout. C'est très bien cette comparaison avec les médicaments. Oui, parce que c'est quand même quelque chose, c'est une drogue, c'est une forme, c'est quand même une addiction, hein, donc pas laisser traîner, ça peut être un peu tentant. Voilà. On va accueillir Camille qui aussi voulait dire trois petites choses. Bonsoir Camille. Oui, bonsoir Camille. Bonsoir Caroline. Décidément. Et non, je voulais faire deux petites réflexions. Déjà par rapport au mensonge, parce que j'avais été étonnée par mes enfants qui vers 6-8 ans commençaient à mentir et donc je m'étais un peu approfondie. Et en fait, j'avais lu un livre qui expliquait que finalement le mensonge vers cet âge-là était finalement la rupture avec la petite adolescence, la petite enfance, où en fait on disait tout. Et le mensonge finalement c'était le début de leur jardin secret. Et que comme ils disaient pas tout au papa, à la maman ou à la famille, c'était parce qu'en fait ils se créaient inconsciemment un petit jardin secret. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport à la désobéissance. C'est vrai que moi j'ai eu aussi ce problème de désobéissance et en ces cas-là je leur disais écoutez, si vous étiez la maman et que vous aviez des enfants qui comme une fois désobéissent, une deuxième fois, comment vous feriez? Et finalement ça amenait à une discussion à leur niveau, mais qui permettait qu'ils comprennent que il fallait que en tant que parents on réagisse et qu'ils comprennent et qu'il y avait une discussion qui pouvait être amenée à ce moment-là. Voilà. Enfin, moi, c'est les deux petits points que je voulais vous dire, mais je pense que le mensonge finalement fait partie de cette tranche d'âge, puisque c'est le début au départ, l'enfant dit tout de façon spontanée, puis après il y a le petit jardin secret qui commence à se créer. Oui. Voilà. Mais vous avez raison, c'est le côté 2 fois de suite. C'est-à-dire que la première fois on explique, la deuxième fois il recommence. Donc là, il doit y avoir discussion, et c'est vrai que leur dire punition quand même. Voilà, ou en tout cas leur dire, mais écoutez, si vous étiez à notre place, qu'est-ce que vous feriez? Et souvent ils ont des paroles même plus dures que nous on aurait dit à la rigueur. Ah oui, là, effectivement, c'est ce que je suis d'accord avec vous, c'est ce que je disais. Première fois on parle et puis deuxième fois il recommence, ça ne va pas. Voilà. Mais et si on inverse les rôles et qu'on leur dise mais qu'est-ce que vous feriez si vos enfants faisaient, etc. Ils sont un peu petits, Camille, hein. Surtout la petite de 6 ans, elle est quand même un peu petite, non, pour lui demander ça. Mais je crois qu'elle comprend. Mais elle a quand même très bien compris. Ah, elle est très futée, elle est très futée, oui. Et puis quand elle dit ma maman, elle avait dit qu'elle arrêterait pas. La maman, elle a des devoirs que la fille elle a pas. Donc une maman c'est une maman et puis une petite fille c'est une petite fille. Et c'est important de rappeler la position d'enfant, parce que je vois certains messages qui arrivent qui me font un peu dresser les cheveux sur la tête là au 7 21 21 qui dit mais si il faut leur faire peur, leur dire que ils auront les poumons tout noirs. Une trachéotomie, il faut pas comparer ça au chocolat, c'est pas une petite bêtise, c'est grave, il faut les dissuader. Je veux dire, les enfants ne sont pas des adultes en miniature, hein. Moi, j'ai envie de rappeler ça aussi.
Tout à fait. Ce sont des enfants, donc on ne s'adresse pas aux enfants comme on s'adresse à des adultes. Moi, je sais que j'avais été prise par mes parents avec mon petit frère à fumer. Oui. Et donc, mon père nous a convoqués avec mon petit frère et nous a dit, maintenant, vous fumez devant moi. Et on a été tétanisés, on n'a jamais voulu fumer, ça a été fini. Bon, c'était une façon une chose un petit peu... Pardon. C'est une chose que mon mari voulait faire, acheter des petits cigarillos et leur faire fumer devant nous. Et en fait, on n'a jamais osé, mais c'était finalement, parce que la transgression était quelque chose finalement de peut-être qui faisait partie de l'âge. Mais c'est vrai que je crois qu'il faut être très prudent face à des petits, mais de rappeler que les parents les parents ont des devoirs. Vous pensez qu'il ne faut pas les faire fumer devant nous Non, maintenant que l'histoire est faite, je crois que c'est surtout... moi, je pense que... vous ne pouvez pas d'un côté dire ça ne se fait pas, c'est pas bien, c'est pas bon, et puis en même temps leur dire allez-y, fumez. Oui, non, mais tout à fait. Ça n'a aucun sens. Non, mais c'est parce que c'était une pro. Moi, je sais que mon père avait fait ça et que du coup, on avait été tellement tétanisé avec mon frère qu'on n'avait jamais osé le faire. Mais puis de toute façon, c'est pas en faisant peur, je répondrai là, cet auditeur ou cette auditrice, que ça marche, parce qu'on voit les campagnes de publicité. Il y a eu cette dernière encore, cette campagne choc là, complètement absurde, où c'est surtout le publicitaire qui s'est fait plaisir et bon, ça en dit long sur ses fantasmes. Où je vois pas très bien le rapport entre le sexe et le tabac, et les campagnes choc, les campagnes qui font peur, ça ne marche pas. Voilà. Ça sert à rien. Il faudrait aborder les choses autrement en disant que c'est une véritable addiction. Mais pour les enfants, c'est autrement. Il faut quand même dédramatiser. Dire que beaucoup d'enfants ont fait ça, mais en même temps, effectivement, interdire parce que bien sûr qu'il faut pas qu'ils rentrent là-dedans. Hein. Voilà, il y a des choses qu'on ne fait pas quand on est enfant, que les adultes font, même si ce sont pas de bonnes choses. Merci en tout cas, Dany, de votre appel, et merci Camille de votre collaboration, comme dit Sergio. Au revoir. C'est la deuxième heure de cette émission, toujours en direct sur Europe 1. Alors place à vos témoignages au 39 21 et à toutes vos réactions par SMS au 7 21 21 code nuit ou par courriel sur le site dublanche.europe1.fr. Des réactions qui arrivent justement sur la cigarette. Il y a Rose des Sables qui dit « Ma fille qui a aujourd'hui 23 ans a été choquée par un exposé en classe de CE2 sur la cigarette et sur les dégâts qu'elle provoque. » Vénus se dit « Je me demande comment ces enfants ont pu se procurer ces cigarettes. » Ça a été dit par Dany, la grand-mère, puisque les parents fument, donc ils ont les cigarettes à disposition. C'est pour ça que la maman d'ailleurs se culpabilise beaucoup. Louison qui dit allez maintenant une petite cigarette et un whisky et au lit. Anita qui dit ne serait-ce pas un stratagème des enfants pour inciter les parents à arrêter. Les enfants sont parfois assez retors, mais quand même, je ne sais pas, peut-être, qui sait. Le problème, c'est qu'ils peuvent y prendre plaisir, et puis je pense qu'il peut y avoir aussi un phénomène d'imitation. Et on accueille tout de suite Agnès. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Agnès. Bonsoir Caroline. Alors, vous avez un dilemme, je crois, à résoudre. Oui, donc tout d'abord, pour comprendre, je vais essayer de me décrire en 2 minutes. Je suis une femme ronde, très ronde, bien en chair. Oui. Et je dis et je crie très fort que j'accepte mes rondeurs. Oui. Et en fait, au fond de moi, pas tout à fait. Pas tout à fait. Et donc, il y a quelques mois, j'ai rencontré un monsieur qui lui aussi est fort, très fort. Oui. On s'est rencontrés sur un site de rencontre. Oui. Et ce monsieur a mis, dès le départ, a décidé que c'était moi et qu'il a mis le temps. Mais maintenant, nous sommes ensemble. Oui. Et entre-temps, j'ai rencontré un autre monsieur. Voilà, maintenant, à l'heure actuelle, je ne sais plus comment faire, lequel choisir. Je suis complètement perdue. Voilà.
Ce sont deux monsieur totalement différents. Oui, c'est-à-dire que le premier, vous le décrivez, il y a cette ressemblance, on va dire, ce point commun avec vous. Vous l'avez décrit d'emblée comme un homme qui est très fort. Oui, c'est un nounours, moi je dis. Voilà. C'est un nounours. Voilà. Bon. Oui. Et qui m'aime, ça je le sais, j'en suis absolument sûre et certaine. Il a très bien compris que j'étais perdue, que je cherchais mon identité, et il l'accepte, et il m'aide du mieux qu'il peut, je dirais. Et l'autre monsieur, c'est un homme noir, c'est un Guadeloupéen, et lui, il me trouve très belle telle que je suis, et voilà, donc ce sont deux monsieur totalement différents. Et là-dedans, moi, je suis perdue, complètement perdue. J'ai l'impression que je veux provoquer, parce que ma conscience me dit qu'il faut que je m'arrête au premier monsieur, on va dire au nounours, mais c'est plus fort que moi, il faut que je continue à essayer de plaire, à essayer de... Voilà. Et oui. Oui, vous avez besoin d'être rassuré sur vous-même. Voilà, oui. Je pense. Je sais pas, j'ai comme un mal-être au fond de moi qui fait que je peux pas me dire stop, j'ai trouvé le bon, il faut que j'arrive, il faut que je continue à plaire. Voilà. Avoir ces regards d'hommes qui vous valorisent. Et pas seulement des regards d'ailleurs, mais ça va plus loin puisque finalement vous avez des relations avec ces deux hommes. C'est pas seulement, vous avez une relation en parallèle. Voilà. Oui, puisqu'au fond, quand vous avez rencontré ce premier homme que vous appelez votre nounours, vous auriez pu en rester là puisque vous dites qu'il vous aime, qu'il vous aide du mieux qu'il le peut. Oui. Mais vous avez continué à aller sur ce site de rencontre. C'est de cette façon-là que vous avez rencontré cet autre monsieur. Oui. Et même si je voulais... vous pourriez en rencontrer d'autres, au fond. C'est ça, au fond, en allant plus loin, Agnès. Oui, il y en a plein qui me trouvent très belle, très à leur goût, très... Voilà. Et au fond de moi, ça me fait énormément plaisir. Parce que je me dis, j'ai mis tellement d'années à m'accepter telle que je suis, que je me dis, je plais. Mais là, j'ai dit stop. J'ai dit que j'arrêtais, donc j'ai arrêté. Mais je suis dans ce dilemme-là de savoir lequel qu'il faut que je choisisse et est-ce que je vais pas me tromper. Je sais pas. Là, je ne sais pas du tout. Ma conscience me dit qu'il faut que je prenne le premier monsieur, mais mon cœur, je vais dire, dit qu'il faut que je prenne l'autre, mais j'ai l'impression que si je prends le second, c'est pour, provoquer. Provoquer, parce que du fait qu'il est noir, qu'il est très grand, très mince, vraiment en plus mon type d'homme jusqu'à présent. C'est votre type d'homme, voilà, le second. Oui. Qui est-ce que vous voulez provoquer ? Les gens autour de moi. Leur faire voir que j'existe. Que j'existe en fait. J'ai l'impression d'avoir toujours été, de passer inaperçue partout. Que vous pouvez être avec, alors on va dire, un bel homme, séduisant, enfin, je dis pas que le premier ne l'est pas. Mais non, parce qu'il l'est, mais c'est pas pareil. C'est pas du tout le même genre. Non, mais ce que j'entends dans le premier, c'est qu'il y a une relation au miroir. C'est qu'il y a quelqu'un qui vous ressemble. Oui, mais moi, je suis très attachée à lui. Certainement, je n'en doute pas. Mais il y a toujours ce petit truc qui me gêne. Qu'est-ce qui vous gêne ? Qu'il soit comme moi. Qu'il soit fort comme moi. Et oui. C'est la première fois. Mon ex-mari, mon ex-compagnon étaient des hommes minces. Et je suis toujours sortie avec des hommes minces. C'est important pour vous ? Ça l'était jusqu'à présent. Oui.
Oui, parce qu'au fond, c'est ce que vous nous avez dit quand vous avez éprouvé le besoin de vous présenter, Oui. en disant que vous avez dit, je dis que j'accepte mes rondeurs, mais au fond, je ne les accepte pas. Oui, oui. Eh oui, c'est qu'au fond, vous avez du mal à vous accepter avec vos rondeurs. Oui, oui. Et j'accepte mon visage, j'accepte certaines parties de mon corps, mais d'autres pas du tout, du tout. Et je m'aperçois que les hommes les aiment, mais moi, j'arrive pas à les accepter. Du tout. Donc, je pense pas pouvoir avancer tant que j'aurai pas Oui. Décider, c'est pas le mot, mais tant que je ne m'accepterai pas. C'est juste. C'est pour ça que vous avez du mal à faire un choix. Voilà, oui. Et qu'à la limite, il y aurait de la place pour un troisième, pour un quatrième, enfin, que vous avez besoin de combler cette faille qui est en vous, cette faille un peu narcissique sur le plan c'est-à-dire du regard que vous portez sur vous-même, hein, cette difficulté à vous aimer tel que vous êtes. Donc vous allez la chercher ailleurs, du côté des hommes. Oui, tout à fait, oui. Mais bon, là, j'ai décidé de stopper. J'ai décidé qu'il fallait que j'arrête là. Et ça, j'ai arrêté là. Mais voilà, maintenant, je me retrouve avec deux messieurs qui m'aiment. Et moi, je fais quoi au milieu? Je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout, du tout, du tout. Vous, il faudrait que vous apportiez un peu d'amour à vous-même. Que vous n'alliez pas le chercher qu'à l'extérieur. Oui. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que ce qui vous gêne dans la première relation, c'est que justement, il y a une partie chez cet homme qui vous rassure parce que il vous comprend. Il est forcément proche de vous dans la sensibilité, il peut comprendre ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez, même si lui est un homme et que vous êtes une femme, mais il peut comprendre cette difficulté. Mais peut-être que justement, il est trop proche de vous aussi, parce qu'il a cette un peu problématique commune. Oui, mais lui, il l'accepte et il s'en fiche. Mais complètement. Il dit je suis comme je suis, puis c'est tout. Et il passe tout à fait au-dessus de tout ça. Oui, enfin, un nounours, c'est bien joli, mais c'est assez asexué. Aussi. Ça vous dites c'est mon nounours. Alors c'est vrai que c'est très mignon, c'est très tendre, un nounours. Ça renvoie, c'est un doudou. Oui. C'est le monde de l'enfance. Mais c'est pas très sexué, un nounours. Non, mais lui, il n'y a aucun souci. De ce côté-là, il n'y a absolument aucun De ce côté-là, non, mais c'est plutôt du vôtre. C'est comment mais vous le percevez. Moi non plus. De ce côté-là, on est très... D'accord. Voilà, il n'y a aucun souci. aucun problème. Dès que je suis dans ses bras, j'oublie tout. Il n'y a pas de... Non. D'accord. Oui. Donc il n'y a pas que la dimension tendre entre vous. Non, il y a vraiment la relation homme-femme, oui, à chaque fois un peu plus et de mieux en mieux. Et, oui. Bon. Voilà. Alors dans l'autre relation, il y a cet homme qui... vous dites c'est pas tant par rapport à vous-même, c'est plus par rapport à autrui, par rapport à l'image. Là aussi, on est dans une image, mais l'image que vous renvoyez de votre couple, la différence parce que vous êtes différente, vous vous sentez différente par rapport à une norme, oui, parce que vous êtes plus en forme. Voilà, je suis toute petite, en plus, donc toute petite et bien portante. Et voilà. Et ronde. Voilà. Et lui, cet homme est noir et très grand. Donc, on nous remarque, vous attirez l'attention. Voilà. Et c'est important d'attirer l'attention sur vous, justement, vous qui avez l'impression, paradoxalement, de passer inaperçu, dites-vous. Maintenant, oui.
avant, je voulais toujours passer inaperçue. Je voulais pas qu'on me remarque, je ne voulais pas qu'on me voie, mais je me disais au fond de moi, de toute façon, on me voit puisque je suis forte. C'est paradoxal. Et oui, c'est paradoxal. Voilà. Quand est-ce que vous aviez le sentiment de passer inaperçu? Au sein de votre famille, quand vous étiez plus petite? Dans mon ancienne relation, jusqu'à maintenant, même, je veux dire, même jusqu'à il y a 1 an. Oui, donc c'est très récent. Voilà, oui. Et en 1 an, beaucoup de choses dans ma vie ont changé. Je me suis séparée de mon ex-compagnon. Et en fait, cette séparation a fait que je me suis réveillée, entre guillemets. Et j'ai totalement changé d'aspect physique, de mode de vie, tout. Je suis passée du noir au blanc, on va dire. Je revis, en fait. Je revis. Et beaucoup de gens qui me connaissaient avant sont incroyablement stupéfaits de me voir maintenant comment je suis. Mais à l'intérieur de moi, ça va toujours pas, quoi. Il y a toujours quelque chose. J'ai l'impression, en fait, que je ne vis pas ma vraie vie. Ça serait quoi, votre vraie vie? Eh bien, je n'en sais rien, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que je n'en sais rien. Mais comment vous l'imaginez? Ma vraie vie, je ne sais pas. Je ne sais pas, du tout. En quoi vous paraît-elle factice, votre vie actuelle? Parce que j'ai pas vraiment de but pour l'instant. Si, j'ai mes enfants, bien sûr, mon travail, tout ça, mais je n'ai pas de... C'est une routine, voilà. C'est la routine, la vie. Je n'ai pas de point, je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression, oui, de passer à côté de ma vie, oui. Parce qu'en fait, quand j'étais jeune, je voulais être routier, on me l'a refusé. Et donc j'ai appris d'autres métiers, tout ça. Bon, maintenant je suis assistante maternelle, j'adore mon métier, mais je dis que je ne suis pas dans ma vraie vie. Je passe à côté. Ben, il faudrait peut-être se pencher sur la question alors, Agnès, si vous avez ce sentiment-là. J'ai toujours eu, hein. J'ai toujours eu. Ben oui, mais justement, pour ne pas continuer à avoir ce sentiment-là, qui est quand même très déplaisant, ça vaudrait peut-être la peine de travailler là-dessus, de vous faire aider. Oui, c'est ce qu'on me dit. C'est pour ça que j'ai appelé ce soir. Ma meilleure amie m'a dit, il faut que tu appelles parce que tu peux plus continuer comme ça. Mais je ne sais pas par quel bout commencer, en fait. Ben, par vous-même. Par moi-même, par m'occuper de moi-même, en fait. Oui, mais de l'intérieur. D'aller parler un peu de vous. En commençant par ça. Parce que tout est plein de contradictions, de paradoxes. Oui, c'est clair. Donc, essayez de tirer ça un petit peu au clair. Parce que là, vous êtes... Il y a Prune qui dit vous fuyez peut-être un peu vos problèmes dans la quête de l'autre. Parce que au fond, vous présentez les choses comme si votre problème était de quel homme choisir. Je suis pas sûre que ça soit le fond du problème. On voit bien d'ailleurs que peut-être qu'actuellement votre équilibre vous le trouvez entre ces deux hommes-là. Oui, parce que je ne me vois pas du tout. Comment dire si je réfléchis vraiment, je me dis qu'il faut que je reste avec le premier. Parce qu'il est vraiment le monsieur que j'ai cherché toute ma vie. Il est tout à fait le contraire de mon ex-mari, de mon ex-compagnon. Et c'est quelqu'un de très réfléchi, de très diplomate. Oui, mais si ça avait été vraiment le cas, vous ne seriez pas allé chercher quelqu'un d'autre sur le site. Et oui, voilà. Je sais aussi. Donc il y a quelque chose inconsciemment qui vous pousse à aller, chercher ailleurs, toujours ailleurs. Alors oui, c'est pas étonnant que vous soyez toujours dans la frustration et dans l'insatisfaction, parce que vous savez pas très bien où est votre désir. C'est ce que vous avez dit en commençant. Je dis que j'accepte mes rondeurs, mais au fond je les accepte pas. Vous dites une chose et son contraire, vous savez pas très bien où vous êtes. Non, je suis complètement perdue. Et je pense que
que c'est ça, pour le moment, vous trouvez votre équilibre entre ces deux hommes-là, qui sont très différents. Oui. Oui, c'est sûr, oui, ils sont totalement différents, ça c'est clair. Mais je risque de les perdre tous les deux si je continue toutes ces bêtises aussi. L'important, c'est que vous perdiez pas vous. Hein. Je pense que c'est plus ça qu'il faut regarder. Oui, bien sûr, oui. Mais Parce qu'il est vrai qu'en étant avec deux personnes, finalement, ça revient à n'être avec personne, hein, au fond. Oui, bah oui, puisque... On n'investit rien, dans le fond. On n'investit aucune relation. Mais j'ai investi beaucoup plus avec le premier, déjà. Oui, mais bon. Tout en étant avec un deuxième. Oui. Ce qui n'est pas bien. Ah, j'ai pas dit ça. Je me situe pas d'un point de vue moral. Ben moi, je le sais d'un point de vue moral que ce n'est pas bien. Oui, mais moi, je suis pas là pour faire la morale. Oui, je sais. C'est pas ça. C'est la question, c'est que ce que j'entends, c'est que vous êtes toujours dans l'insatisfaction. Et qu'à la limite, il pourrait y en avoir un troisième. Ah mais oui, mais si je n'ai... Oui, j'ai juste qu'à dire oui et il y en aurait 10 facilement. Et ça ne vous rassurerait pas plus? Non. Alors, il y a Louison qui dit quelle chance d'avoir le choix entre deux hommes. Mais on voit que finalement, hein, c'est compliqué. Bon. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, moi, je peux en prendre un en attendant que vous vous décidiez. Vous voyez, vous faites des envieuses, mais bon. Hein. Oui, mais bon. Vous avez l'embarras du choix, mais c'est le choix qui est difficile. Mais parce que le choix, il est ailleurs. Oui, c'est ce que je me dis. Des fois, je me dis, en fait, ces deux hommes sont là parce que il y en a aucun des deux qui n'est le bon. Parce que je pense que vous les choisissez pas pour de bonnes raisons. Ah, oui. Non. C'est toujours, il y en a, c'est fait, il y a une sorte de transgression. Vous avez dit ça choquerait. On est toujours par rapport à un regard. Oui. Social. Oui. Et il y en a un autre, c'est effectivement, vous vous êtes rapproché sur le fait de cette question de l'apparence physique, du poids, où vous vous êtes trouvé un point commun. Alors certes, il est très rassurant pour vous. Lui, apparemment, il accepte son poids. Oui. Donc en cela, il est rassurant pour vous. Mais il n'empêche que c'est pas parce que lui accepte son poids que vous allez mieux accepter le vôtre. Ça, c'est sûr. Bon, donc oui, ça vous rassure par certains côtés, évidemment, mais pas suffisamment, en tout cas, pour vous empêcher d'aller voir ailleurs et d'être assuré d'avoir besoin du regard d'autres hommes sur vous-même. Donc je pense que la meilleure des choses, ça serait d'aller en parler un peu en thérapie. Oui, oui. Oui. Parce que derrière ce problème de poids, à mon avis, il y a autre chose. Enfin, oui, sûrement, oui. Voilà. Oui. Mais quoi? Ah ben justement, parler du poids, ça évite de parler d'autre chose. C'est aussi cette question de l'impression de ne pas exister, d'être transparente, d'être inexistante, qu'on ne vous regarde pas, de pas être intéressante. Et comme vous dites, à un moment, au moins avec votre poids, vous passiez pas inaperçu. Oui. Ça attire l'œil. Oui, automatiquement. Automatiquement. Eh oui, donc vous voyez bien, ce qui a l'air d'être quelque chose d'embarrassant peut devenir aussi quelque chose au fond de gratifiant, puisque ça permet d'attirer l'attention sur vous. Alors, c'est là où ça devient compliqué. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Et ça mérite un peu de se poser, de réfléchir à ça. Parce que quand vous serez un petit peu plus en paix par rapport à vous-même, je pense que vous serez moins dans une quête vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de ce qu'il représente pour vous, soit d'être dans la réassurance par rapport à vous-même, ou de vous flatter, ou d'exister à ses côtés, et plus dans une relation d'authenticité,
voyez, de ce qui se jouera véritablement dans la relation. Peu importe qui sera, gros, grand, petit, avec un grand nez, des grandes oreilles, ou je sais pas, peu importe. Oui. Vraiment. Oui, tout à fait, d'accord. Donc je pense que ça vaut la peine d'en parler parce qu'il y a beaucoup de questions essentielles derrière cette histoire de poids. Agnès, à mon avis. Hein. Oui, c'est sûr. Moi, souvent je dis, je le dis moi-même, je me cache derrière mon poids. Mais oui. Mais pourquoi? Mystère. Ben c'est ce qu'il faut comprendre, mais après chacun a une histoire. Vous exprimez votre différence comme ça, votre singularité de cette façon-là. Oui aussi, oui. Et bon, vous êtes quelqu'un, vous arrivez à élaborer, hein, donc à parler, donc il n'y a pas de raison que vous ne donniez pas sens à tout cela. Oui. D'accord. Parce que je pense que là, au lieu de vous enferrer sur le chemin, qui choisir, comment choisir, est-ce que je vais faire le bon choix, je pense que vous dépensez beaucoup d'énergie pour finalement pas vraiment pour vous-même. Enfin, je pense que c'est une fausse piste. Oui. Mais bon, je ne veux pas rester seule. Donc Oui, mais j'ai pas dit non plus. Il n'y a pas de raison que vous restiez seule, Agnès, hein, non plus. Je vois pas pourquoi cette crainte. Vous voyez bien que vous plaisez. Donc il n'y a pas de raison que vous restiez seule. Mais il faudrait déjà savoir un peu davantage ce que vous désirez au fond. Et ce que je veux de ma vie pour arriver à la réussite. Exactement. Et moins être passé à côté. Oui. Bonne chance, bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Georges me dit, eh oui, ça Caroline, c'était en 78. Eh oui, cette année-là, vous écoutiez Dorothée, me dit Georges. Tandis que vous, mon cher Georges, vous écumiez les boîtes de nuit et vous faisiez déjà des ravages. Vous étiez le bourreau des cœurs, vous vous déchaîniez, j'imagine, sur les pistes de danse. Vous avez peut-être croisé Sergio. Qui sait, je ne sais pas. Non, mais j'écoutais déjà Rod Stewart, je vous assure. Ça fait du bien de le réentendre d'ailleurs. Merci à la programmation musicale d'Europe 1. Et on accueille Yamat, tiens, pour Agnès qui dit « Moi, je veux bien être le troisième homme ». 1m80 pour 90 kilos, dit Matt. Allez, on accueille tout de suite Nadia. Bonsoir Nadia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et bonsoir à tous les auditeurs. Donc voilà, écoutez, je vous remercie de prendre mon appel. Je pense que ce sera le dernier d'ailleurs pour clôturer cette... Ah, on ne sait jamais, vous savez, dans cette émission, on ne sait jamais jusqu'au bout ce qui peut se passer. Bon, très bien. Voilà, donc je vous appelle... je vais un petit peu vous tracer mon parcours en fait. Voilà, j'ai 37 ans, je suis née en France, mes parents sont marocains, ils sont arrivés en France juste avant ma naissance. Donc voilà, donc j'ai grandi ici, pas de soucis, etc. Donc j'ai rencontré le père de mes filles, avec qui je suis restée pendant 10 ans, 11 ans même. Et ensuite, donc, nous avons eu donc 2 filles, une qui a maintenant 3 ans et l'autre qui a 5 ans et demi. Oui. Et d'autre part, nous sommes séparés depuis 1 an et demi maintenant, oui. Pour des raisons que je qualifierais de suite naturelle, à savoir que chacun a évolué différemment. Voilà, tout simplement. Chacun a évolué différemment au cours de ces années, ce qui a abouti à une incompatibilité actuelle. Voilà. Je vais dire les choses, voilà, tout simplement, sans vouloir faire de reproches, ni sur mon compte, ni sur le sien. Voilà. La particularité, en fait, ce qui m'amène en fait à vous appeler, c'est que ses parents, de son côté, donc c'est-à-dire les grands-parents de nos enfants, de nos 2 filles, donc de son côté, je dis bien les grands-parents paternels, oui. sont français également, sauf qu'ils sont pieds noirs. Ils sont pieds noirs, et donc en fait, depuis le premier jour de notre relation, ils ont toujours refusé de me voir, ils ont été toujours contre notre relation. Et je pense que quelque part, c'est ce qui a fait la force justement de notre union.
on avait besoin, en quelque sorte, plutôt lui, parce que j'ai l'impression d'avoir fait ma crise d'adolescence un peu plus tôt, mais il avait besoin de s'affirmer, et justement, ça passait par le biais de cette relation, au-delà d'un amour, naturellement, qui était présent. Oui, sinon, vous n'auriez pas, bien sûr, construit ensemble. Mais bon, mais c'est vrai que et ils ont refusé de vous voir pour quelles raisons Pour mes raisons, pour mes origines. Voilà. Pour mes origines, donc voilà, ils sont racistes, tout simplement. Voilà, ce qu'il y a de plus basique, quoi. Ce qu'il y a de plus basique, le père est pied noir, le grand-parent donc de nos enfants, donc le grand-père est pied noir, il a lui-même été expulsé d'Algérie, etc. Donc voilà, il est resté là-dessus, quelque chose qui n'arrive pas à digérer. Et donc voilà. Alors moi, écoutez, lorsque j'étais enceinte de ma plus grande, je vous avais téléphoné en vous faisant part déjà d'une petite part d'inquiétude, déjà vis-à-vis de moi, parce que j'avais eu du mal à le digérer, d'être rejetée. De ne les avoir jamais vus, et d'autre part, ça me semblait être un mauvais présage pour mes filles également. Enfin, pour mes filles. Pour l'instant, j'étais enceinte que de ma première, donc de mon enfant à venir. Et vous m'aviez dit à l'époque, et ma foi, j'ai adhéré un petit peu à ça, que les choses pouvaient évoluer dans le temps, qu'on ne savait jamais. Voilà, qu'une fois mis devant le fait accompli, surtout que c'était leur premier petit enfant, une fois devant le fait accompli, peut-être que les choses pouvaient être amenées à évoluer. Bon, il s'avère que la grande, maintenant a 5 ans, que j'en ai une autre de 3 ans, que rien n'a changé, qui ne m'ont jamais vue, qui ont toujours été extrêmement médisants, des mots très crus, très... Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils n'ont jamais vu leur petite fille. Et voilà, là où j'en arrive, c'est qu'à l'heure actuelle, donc, à ce genre en question, ils n'ont toujours pas vu leurs petits-enfants, qui sont leurs seuls petits-enfants. Ah oui, en plus. Voilà. Ils n'en ont pas d'autres. Non, ils n'en ont pas d'autres. Quel dommage, alors qu'ils ont d'autres enfants. Quel dommage, oui. Ils ont d'autres enfants, mais qui ne sont pas, parents. Qui sont en âge. Mais bizarrement, dans cette famille, sans vouloir faire de psychologie de comptoir, écoutez, les enfants restent là, près des parents, ils ne construisent pas leur propre vie affective. Voilà. Voilà. Donc à l'heure où je vous parle, donc ces grands-parents n'ont pas vu mes petits-enfants. Alors je vous avouerai qu'en ce qui me concerne, je fais une petite parenthèse égoïste, en ce qui me concerne, j'ai fait le deuil de ça. Avant même la séparation avec mon ex, du père de... J'ai fait le deuil de la chose. Je ne sais pas comment, c'est quelque chose que finalement j'ai intégré, qui ne me posait plus aucun souci, alors que lui les a toujours vus. Mon ex, donc, a toujours vu ses propres parents. J'ai même accepté le fait, me disant, et même on se le disait mutuellement, que c'était ses parents, quoi qu'il en soit, et que voilà, qu'il avait besoin de les voir. Et écoutez, je l'ai compris, et je l'ai accepté. Alors maintenant, j'ai même accepté le fait qu'il ne voit pas mes filles, que ses grands-parents ne voient pas mes filles. Par contre, ce qui me pose souci, c'est que la plus grande de 5 ans et demi commence à poser des questions. Alors, elle a posé des questions à son papa, et son papa qui lui a dit, qu'il n'a pas su trop quoi lui dire d'autre, que voilà, tes grands-parents sont malades, c'est pour ça qu'ils ne te voient pas, mais bon, il y a rien de vrai là-dedans, il y a rien. Donc, si vous voulez, et maintenant, il commence à se retourner vers moi en me disant, oui, pourquoi est-ce que papa, il va voir mon papy et ma mamie que je n'ai jamais vus. Donc, si vous voulez, je suis partagée entre un besoin de véracité vis-à-vis d'elle, comme une maman, j'ai pas envie de lui mentir, mais en même temps, j'ai envie de la protéger. Donc, si vous voulez, j'arrive pas à trouver les mots. Je n'arrive pas à trouver les mots qui puissent en même temps l'épargner, mais en même temps ne pas être des mensonges. Alors, quand même, quelque chose qui me tient à cœur, même si ça peut... En fait, finalement, ça n'a aucun rapport, mais j'ai juste besoin de vous le dire, parce que il s'avère que je suis malvoyante, et à la limite de la cécité. Et donc, c'est une maladie héréditaire. Et là, il y a 5-6 mois de ça, donc il s'avérait que ma grande est porteuse de la même maladie, même si elle a une acuité visuelle qui lui permet encore de faire les choses que les petites filles de son âge font. Voilà, donc si vous voulez, il y a ça qui vient se rajouter. Donc en fait, si je vous rajoute cette petite information supplémentaire, c'est parce que je vous disais que c'est vrai que j'ai envie de la protéger.
Voilà. J'ai envie de la protéger. Elle est déjà victime, entre guillemets, oui, je comprends. d'une particularité dans la vie, voilà. Hein, et si vous voulez, voilà, j'ai pas envie qu'elle ne soit que face à des différences. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Et en même temps, vous ne pouvez pas la protéger de tout, parce que sa différence fera qu'elle va rencontrer des réactions parfois agressives, ou des réactions bêtes, déplacées. Tout à fait. Elle va avoir de tout. Oui, comme moi-même, donc, j'ai plutôt, comme vous-même, hein, vous avez eu de tout. Vous savez bien, dès qu'on a une différence, malheureusement, ça peut faire peur, et il peut y avoir des réactions. Bon, on peut dire, ça va du plus léger au plus grave, c'est-à-dire soit des réactions inadaptées aux réactions complètement déplacées, voire complètement agressives. Donc, un enfant plutôt il est préparé à cela plutôt, et il est en mesure de répondre. Françoise Dolto, qui avait dans ses consultations notamment une petite fille qui était trisomique, avait parler à cet enfant très tôt de la trisomie, du fait qu'elle était trisomique, en lui expliquant avec des mots qu'elle pouvait comprendre. Et elle disait que cet enfant qui dans la rue une fois des personnes lui avaient dit « Oh là là, t'as vu la tête qu'elle a une drôle de tête ». Et la petite fille avait répondu à ces personnes en disant « Ben oui, je suis trisomique ». Et les gens étaient évidemment restés interloqués parce qu'ils s'attendaient à tout sauf à ça. Est-ce qu'une enfant trisomique leur réponde « Bah oui, je suis trisomique ». Donc, c'était eux qui étaient bien embarrassés du coup. Donc, je crois qu'il est important c'est-à-dire que je comprends votre désir de maman de la protéger. Et en même temps, vous ne pourrez pas la protéger de tout du monde extérieur. Et la protéger, c'est justement vous pourrez d'autant mieux la protéger en la préparant à ce qu'elle peut aussi rencontrer, pas en la mettant dans une bulle. Oui. Ce qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire pas en lui racontant des histoires. Oui, tout à fait. Et c'est bien l'objet de mon appel, à savoir, bon, je parle pas spécialement de l'handicap dont elle est porteuse comme moi, mais voilà, vis-à-vis de ses par grands-parents. Par rapport à ses grands-parents. À ses grands-parents, comment dire à ma fille, ce que je vais vous dire moi, mais vous êtes adulte pour l'entendre, que ses grands-parents sont racistes, c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas la voir, alors qu'elle-même est née d'une maman qui est française, même si j'ai des origines arabes. Voilà. Comment dire à un enfant... Voilà. Si vous voulez, c'est le fait de l'identifier avec... Et je parle bien de cette différence-là, même si nous sommes tous et toutes différentes. Mais ce que je veux dire par là, je ne sais pas quelle formulation trouver pour être la plus douce à ses oreilles. Voilà. Tout simplement. Comment justifier ça ? Comment justifier le fait que ses grands-parents ne veulent pas la voir ? Ils ne m'ont jamais vue, certes. Bon, moi, j'ai 37 ans, j'ai fait la part des choses, c'est bon, j'ai avancé là-dedans, mais elle, comment justifier qu'elle a un papy et une mamie qui existent ? Mais vous êtes sûr que c'est par rapport à un problème de racisme, ou est-ce que c'est parce que il y a aussi des gens qui n'acceptent pas finalement que leur enfant, vous dites qu'au fond aucun des enfants ne fait vraiment sa vie, ne construit sa vie, il reste un peu en clan. Est-ce qu'ils n'ont pas du mal à accepter finalement c'est vous, ça aurait peut-être été une autre belle-fille, ça aurait été pareil. Exactement. Même si vous aviez d'autres origines, est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'ils ont du mal à accepter que leur fils parte loin de la famille? Et que lui avait besoin et qu'il a été un peu dans la transgression par rapport à cette famille, à quitter le clan. Est-ce que vous êtes sûr ? Voilà, c'est ça qui est compliqué. Écoutez, c'est simple, c'est que la raison avouée est celle. Oui, c'est peut-être un peu compliqué, ouais. Voilà. Maintenant, la raison cachée, je suis à 100% d'accord avec vous. Comme vous disiez à l'auditrice précédente, je veux dire, si j'avais des oreilles trop grandes, si j'avais eu un trop long nez, quoi que ce soit, tout aurait été bon prétexte au rejet. Maintenant, la raison avouée de leur part,
quand ils parlent de leur petite fille en termes de raton et je vous en passe et je vous en passe, bon, c'est ce qu'ils mettent en avant. C'est ce qu'ils mettent en avant. Maintenant, oui, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fond. Voilà. Moi, je trouve qu'elles sont quand même un peu petites, à 3 ans et 5 ans et demi, pour aborder. Enfin, c'est quand même un peu petit, hein, pour rentrer dans tous ces détails-là. Vous pouvez dire que finalement, vous n'avez jamais connu, ils n'ont jamais voulu vous rencontrer, que vous ne les connaissez pas, qu'elles comprennent que c'est pas contre elles, c'est-à-dire que ils n'ont jamais fait votre connaissance, par exemple, que vous ne qu'ils vous ont jamais bien ils ont jamais voulu vous connaître. Oui, mais vous savez très bien, surtout à cet âge-là, la grande de 5 ans est en plein pourquoi. Alors la question fatale sera, bon, à la limite, alors pourquoi ils n'ont pas voulu te connaître, maman? Si vous voulez, on revient à l'origine, même si elle est masquée, je suis d'accord avec vous, mais à cette origine-là. Pourquoi n'ont-ils refusé de me voir? Et que dire à un enfant? En même temps, je vous dis, je ne veux pas lui mentir. C'est vrai que je veux l'armer dans la vie. Vous savez pas très bien parce que vous les connaissez pas, finalement. Ah, et je ne peux pas m'en tenir à ce qu'ils ont dit à leur père? Non? Je sais pas s'il faut rentrer. Enfin, moi, je serais plus. Je trouve qu'elles sont un peu petites quand même. Hein. Je trouve que il sera toujours temps d'expliquer un peu après, mais je trouve que, je sais pas, à 3, 5 ans et demi, ou alors au travers d'un livre qui expliquerait pour les petits ce que c'est la différence et qu'est-ce que veut dire raciste et par rapport, mais plutôt au travers d'un livre. Mais je trouve au travers de l'histoire familiale, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même votre point de vue qui est tout à fait, que j'entends, mais c'est un peu difficile. Hein. Moi, je rentrerai pas trop dans ces détails-là, hein, à mon avis. Hein. Écoutez, voilà. merci beaucoup. Au revoir.